Autour du monde, les unités d'opération spéciales sont formées pour aller au-delà des capacités des forces conventionnelles pour accomplir des missions complexes. Certaines unités portent les opérations spéciales à un niveau supérieur malgré leur capacité et leur efficacité. Ces unités, souvent appelées unités de niveau 1, sont l'élite de l'élite. Ces unités ont les critères de sélection les plus stricts et sont convoitées par de nombreux opérateurs. La plupart n'acceptent que les meilleurs opérateurs des unités d'opération spéciales de leur pays entier, parce qu'ils sont souvent chargés des missions de sécurité nationale les plus critiques et sont censés opérer en équipes plus petites, mieux équipées, avec une plus grande autonomie et un rythme opérationnel plus élevé. Avec autant d'unités de niveau 1 à travers le monde, nous examinerons des unités aguerries et expérimentées des États-Unis, d'Israël, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de la Pologne, de l'Allemagne et de la France. C'est une arène d'opérateurs d'élite, d'opérations secrètes et de missions à vous glacer le sang. Qu'est-ce qui les distingue? Quel est leur parcours? En quoi leur formation et leur sélection diffèrent-elles? Et surtout, qu'est-ce qui rend chacun d'eux unique? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous, et bien plus encore. Ceci est une unité de premier niveau du monde entier. Les unités de premier niveau recrutent des individus physiquement forts et mentalement puissants. Ils ont besoin de résilience, de compétences en résolution de problèmes et d'une capacité extraordinaire à travailler de manière fluide au sein d'une unité, surtout sous un stress extrême. Après tout, ils devront prendre des décisions critiques sur le terrain sans attirer l'attention. Les opérateurs de niveau 1 subissent une formation rigoureuse et spécialisée qui va au-delà de la norme. Elle est conçue pour pousser les individus à leurs limites et au-delà, garantissant que seuls les candidats les plus capables et résilients deviennent leurs membres. Ces communautés n'offrent pas de récompense pour la participation. En fait, ils font un point d'honneur à éliminer ceux qui ne sont pas prêts à rejoindre leur rang et seuls les plus qualifiés sont retenus. En raison de leur ensemble de missions diverses et exigeantes, les programmes de formation reflètent pour la polyvalence, l'adaptabilité et un haut niveau de plusieurs compétences, qui peuvent inclure un combat corps à corps avancé, la maîtrise des langues, des techniques de parachutisme à la mission impossible, des explosifs et beaucoup de formations spécialisées aux armes. La formation comprend également des compétences avancées en survie et en navigation, devenant essentiellement son propre Global Positioning System à travers divers terrains et environnements, souvent dans l'obscurité totale. Comparer les unités de niveau 1 à travers le monde est complexe, surtout parce que chaque unité est unique et adaptée aux besoins et objectifs spécifiques de son pays respectif. De plus, une grande partie des informations sur ces unités est classifiée, et ce qui est disponible pour le public est assez limité. Pour faire simple, ce qui rend les opérateurs de niveau 1 uniques est une combinaison de formation avancée, de polyvalence, de missions spécialisées, d'autonomie et de la capacité à opérer dans une large gamme d'environnements. Il existe une infinité de scénarios dans lesquels ils peuvent être placés, surtout lorsque l'on prend en compte que ces unités sont souvent déployées à l'échelle mondiale en tant qu'armes géopolitiques, dont l'efficacité dépend de l'interaction de tous ces facteurs. Cela étant dit, commençons par notre première unité de niveau 1, la Delta Force. La Delta Force est l'une des unités de niveau 1 les plus connues des États-Unis. Leur devise est Sine Pari, ce qui signifie sans égal. La Delta Force est une unité d'élite antiterroriste avec un taux de réussite de mission exceptionnel. Elle a été formée par les États-Unis à la fin des années 70, créée en réponse à l'augmentation des menaces de terrorisme. Inspirée par le succès du Special Air Service britannique, la première grande mission de la Delta Force a été l'opération Eagle Claw en avril 1980, qui était une mission de sauvetage d'otages américains en Iran. Malgré l'échec de la mission, des leçons importantes ont été tirées, qui ont conduit à une augmentation du financement et du soutien, évoluant et élargissant les capacités de l'unité, au point qu'au cours des 2 décennies suivantes, la Delta Force a non seulement démontré son efficacité encore et encore, mais est devenue la nouvelle référence pour les opérations spéciales dans le monde entier. Son objectif s'est concentré sur la lutte antiterroriste, le sauvetage d'otages et les missions d'action directe, tout en étant extrêmement polyvalent. La Delta Force opère souvent au sein d'une force opérationnelle conjointe avec d'autres unités d'opérations spéciales américaines, comme les Navy SEALs et le 75e régiment de Rangers. Elle a également participé à diverses opérations multinationales et a travaillé en étroite collaboration avec des unités d'opérations spéciales d'autres pays. La Delta Force est unique car elle recrute dans toutes les branches de l'armée américaine, à la différence des autres unités de niveau 1.
Les candidats subissent un processus de sélection et de formation secret et intense qui change constamment, mais qui comprend toujours la routine habituelle de formation aux opérations spéciales, un conditionnement physique intense, le combat rapproché, la navigation terrestre, les techniques de halo et la formation à la survie. Le tir de précision revêt également une grande importance. La Delta Force s'entraîne dans des installations d'élite, dont la Maison des Horreurs, où les membres pratiquent divers scénarios, comme le sauvetage d'otages. Tout cet entraînement a porté ses fruits. Il y a plusieurs missions à haut profil réussies exécutées par la Delta Force. Ils ont joué un rôle dans les principaux conflits qui menaçaient proprement les intérêts américains, y compris la guerre du Golfe Persique et la guerre mondiale contre le terrorisme en Afghanistan et en Irak. Leurs missions de reconnaissance et de collecte de renseignements comprennent l'invasion américaine de la Grenade en 1983, et leurs missions de sauvetage d'otages comprennent la libération d'otages d'un navire de croisière détourné en 1985. La Delta Force est renommée pour ses missions de capture de cibles de haute valeur. L'unité spéciale a participé à l'opération Restore Hope en Somalie, où la mission la plus connue était la bataille de Mogadiscio en 1993, dépeinte dans le livre et le film Black Hawk Down. Parmi les missions de capture de haut profil figurent également la capture du leader panaméen Manuel Noriega de Saddam Hussein et l'aide à la capture du célèbre baron de la drogue El Chapo. Bien que la Delta Force opère dans l'ombre, sa réputation en tant que l'une des unités d'opération spéciales les plus prestigieuses du monde est bien établie, bien méritée et bien connue. Ses membres sont reconnus pour leurs compétences, leur professionnalisme et leur capacité à gérer les missions les plus difficiles. Après avoir couvert la Delta Force, passons maintenant au Sayeret Matkal, l'unité d'opération spéciale de niveau 1 d'Israël. L'unité de reconnaissance de l'état-major, ou Sayeret Matkal, est la principale unité de niveau 1 des forces de défense d'Israël, également connue sous le nom de UNITS. Comme d'autres unités, elle a été modelée sur le Special Air Service britannique, empruntant même leur devise « Qui ose gagne ». Créée en 1957, elle menait des missions de reconnaissance profonde derrière les lignes ennemies. Au cours des premières décennies, Sayeret Matkal s'est concentré sur la collecte de renseignements et les opérations secrètes, y compris la collecte d'informations sur les États arabes voisins. L'unité a également joué un rôle crucial dans les forces de défense israéliennes, ou forces de défense israéliennes en abrégé, et s'est transformée en une unité d'opération spéciale aux multiples facettes, avec une expertise en contre-terrorisme, en collecte de renseignements et dans d'autres opérations spécialisées. C'est un atout essentiel pour l'armée israélienne. Comme pour chaque autre unité d'opération spéciale, le Sayeret Matkal a un processus de sélection exigeant. 2 fois par an, il organise une sélection notoirement éprouvante, similaire à la semaine de l'enfer des Navy Sea, Air and Land, où les recrues passent plusieurs jours sans sommeil. Ceux qui réussissent suivent un plan de formation presque interminable de 20 mois, avec un fort accent sur les petites armes, le camouflage, la reconnaissance et d'autres compétences importantes pour la survie derrière les lignes ennemies. La formation se concentre également sur la lutte contre le terrorisme, et ils effectuent également des exercices de navigation solo à longue portée, ainsi que des connaissances de base pour ceux qui sont sur le point de devenir un membre d'élite d'une armée d'élite dans un pays constamment menacé et entouré d'ennemis. Dès les premiers engagements majeurs de la force de défense israélienne, l'unité a joué un rôle crucial. Le Sayeret Matkal a été une pièce fondamentale de la victoire d'Israël dans la guerre des 6 jours, exécutant des opérations réussies dans la péninsule du Sinaï, le plateau du Golan et la Cisjordanie. Ils ont aussi effectué des missions musclées durant la guerre civile libanaise. Ils ont attiré l'attention internationale lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972 et leur implication dans la série de missions secrètes qui faisait partie de la vengeance d'Israël pour le meurtre d'athlètes israéliens, mieux connus sous le nom d'opération Colère de Dieu. Lors de l'une de ces missions, les commandos du Sayeret ont mené les assassinats des leaders du massacre dans 3 endroits différents en même temps, tous en territoire ennemi. Une autre opération célèbre dans l'histoire du Sayeret Matkal est l'opération Entebbe en 1976, après que des terroristes aient détourné un avion plein de citoyens israéliens et de juifs, puis les a retenus en otage à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda avec le soutien du dictateur ougandais de l'époque. Dans une opération rapide et précise, le commando israélien a pris d'assaut le terminal, neutralisé les pirates de l'air et sauvé 102 otages. C'est peut-être l'une des missions de sauvetage d'otages les plus célèbres de l'histoire du monde, et son succès remarquable a démontré la capacité du SIRE à mener des opérations à longue portée et à haut risque, ainsi que la détermination d'Israël à protéger ses citoyens. Les résultats sont tout simplement excellents, et c'est l'excellence que nous trouverons avec la prochaine unité d'opération spéciale de niveau 1 du pays de l'espionnage classique et du thé de l'après-midi.
Avec Siré Matkal couvert, passons au Special Air Service du Royaume-Uni. Le Special Air Service est connu de leurs compatriotes sous le nom de régiment. Ils sont connus pour leur créativité, adaptabilité et esprit mordant. Leurs tactiques astucieuses et leurs plans légendaires ont inspiré la plupart des unités d'opérations spéciales du monde entier à se modeler sur eux. Il n'est pas un secret que plusieurs unités de premier rang à travers le monde, y compris la Delta Force, ont reconnu cet héritage commun. Experts en contre-terrorisme et en polyvalence, cette légende militaire est prête à tout pour le roi et le pays, et a une longue histoire pour le prouver. Fondé pendant la Seconde Guerre mondiale, le Special Air Service est l'une des unités de niveau 1 les plus anciennes et les plus renommées. Le Special Air Service a initialement mené des missions de reconnaissance et de sabotage contre les forces allemandes et italiennes en Afrique du Nord. L'unité a acquis une réputation redoutable pour ses tactiques de frappe et de fuite et sa capacité à opérer en profondeur derrière les lignes ennemies. Le Special Air Service s'est étendu et a mené des opérations en Italie et en France, contribuant de manière significative à l'invasion alliée de la France. Après la fin de la guerre, le Special Air Service a prouvé sa pertinence continue en jouant des rôles cruciaux dans différents conflits tels que les troubles en Irlande du Nord, la guerre des Malouines et la guerre du Golfe. Le Special Air Service est bien connu pour un large éventail de capacités, y compris le contre-terrorisme, la reconnaissance spéciale et la guerre non conventionnelle, entre autres. Par exemple, le Special Air Service est étonnamment doué pour la guerre dans la jungle, malgré le fait que le Royaume-Uni n'a pas du tout de jungle. Il se spécialise dans les environnements de guerre en montagne, les opérations par temps froid et dispose d'une troupe de bateaux pour les milieux maritimes. La navigation maritime est cruciale pour le Special Air Service, la Grande-Bretagne étant une île. Les processus de sélection et de formation du Special Air Service britannique se sont adaptés aux évolutions de la guerre moderne et aux nouveaux défis sécuritaires. Le processus de sélection dure plusieurs semaines et a lieu dans les régions montagneuses des Brecon Beacons, au pays de Galles, et des Highlands écossais. Les candidats reçoivent des informations limitées et sont volontairement privés de sommeil pour évaluer leur stress mental et leur performance sous une fatigue extrême. Ils font aussi des exercices seuls et en groupe. Sur une moyenne de 125 candidats, seuls 10 seront sélectionnés après le programme de formation exigeant qui comprend la guerre dans la jungle, le désert et la montagne. La devise du Special Air Service est « Qui ose gagne », qui essaie le reflet de la mission audacieuse qu'ils ont maintenue pendant plus de 7 décennies. La première fois que le public a vu le Special Air Service en action, c'était lorsqu'ils ont réussi à sauver des otages, lors du siège de l'ambassade iranienne à Londres en 1980. Jusqu'à ce jour, le Special Air Service avait maintenu un niveau impressionnant de secret, mais la situation des otages a été diffusée, tout comme l'opération de sauvetage qui a duré 17 minutes. Leur succès a suscité un intérêt mondial pour les opérations spéciales et attiré plus de candidats. Avec le mélange parfait de force brute et de finesse, le Special Air Service britannique est tout ce que vous voulez dans une unité de premier niveau. Comme ils disent, ou du moins ils devraient, restez calme et laissez le Special Air Service britannique continuer. Passons maintenant des crumpets et du thé au sirop d'érable et au hockey, passons à la force opérationnelle interarmée, 2 canadiennes. Formée au début des années 90, la Force opérationnelle Interarmée 2 est la seule unité de niveau 1 du Canada. Spécialisée dans la lutte antiterroriste, le renseignement et les missions à haut risque. La mission de la Force opérationnelle Interarmée, 2 est de protéger le Canada et ses citoyens du terrorisme, au pays et à l'international. Ils sont aussi responsables, au niveau fédéral, de la libération d'otages et de la lutte antiterroriste au Canada. C'est une force précisément mortelle, tactiquement brillante qui vous bottera le cul et s'excusera par la suite. Comme pour les unités d'opération spéciales, le recrutement et la formation de la force opérationnelle interarmée. 2 sont difficiles et seulement 2 soldats sur 10 qui s'entraînent pour les unités réussissent à devenir assaillants. La plupart des 100 premiers membres de la force opérationnelle interarmée faisaient à l'origine partie du régiment d'infanterie légère et aéroportée du Canada. Ils recrutent maintenant dans l'ensemble de l'armée canadienne. La force opérationnelle interarmée. 2 a été déployée dans son premier rôle de combat majeur hors du Canada en 2001 lorsqu'elle a rejoint la coalition des opérations spéciales en Afghanistan avec environ 40 membres. Fait intéressant, sa participation à la mission n'a été révélée qu'après la publication d'une photographie de membres de la force opérationnelle Interarmée 2 escortant des détenus hors d'un avion militaire. Depuis, la force opérationnelle Interarmée. 2 collabore régulièrement avec des opérateurs spéciaux alliés, dont ceux de l'OTAN. Cela inclut la participation à des exercices d'entraînement conjoints, le partage d'expertise dans des missions conjointes en Bosnie, Haïti, Rwanda, Pérou et Irak. En tant que cadet des opérations spéciales, la force opérationnelle interarmée.
DEUS a beaucoup appris de ses frères plus expérimentés pour assurer le bon déroulement des missions. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il maintient un profil public très bas, contrairement à d'autres unités. La quantité d'informations publiques disponibles, déjà faible pour toute unité d'opération spéciale de niveau 1, est extrêmement basse en comparaison. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la force opérationnelle interarmée DEUF. I2 reste la seule unité d'opération spéciale étrangère à être intégrée au classement Tier 1 américain. Et par-dessus tout, en 2017, un tireur d'élite de la force opérationnelle interarmée, DEUS a réussi à éliminer une cible à plus de 2 miles de distance, détenant le record mondial du tir mortel le plus long jamais réalisé. Maintenant que nous avons couvert la force opérationnelle interarmée, passons à une unité du pays d'en bas, le régiment spécial de l'air australien. Le régiment spécial de l'air, également connu sous le nom de Strangler de poulet, en raison de leurs compétences de survie et de leur capacité à vivre de la terre, est une unité polyvalente de niveau 1 avec un goût pour la marmite et une longue histoire de professionnalisme, de compétences et de capacités. Le Special Air Service Regiment, créé en 1957, a été modelé sur le Special Air Service britannique jusque dans les moindres détails, à la surprise générale. Et depuis le tout début, il a été activement déployé dans de nombreux conflits et opérations, y compris en Irak et en Afghanistan. Le Special Air Service Regiment a été créé pour servir d'unité de reconnaissance pendant l'urgence malaise, aussi connue comme la guerre de libération nationale anti-britannique en Malaisie. Et, dès le début, peut-être parce qu'il a été créé à l'origine pour jouer un rôle dans une guerre de style guérilla, le Special Air Service Regiment a accordé une attention particulière à la guerre non conventionnelle. Cela les a ensuite aidés à jouer un rôle significatif dans les missions de reconnaissance et de collecte de renseignements, tout en soutenant les forces australiennes et alliées pendant la guerre du Vietnam. Au cours de ce conflit, le Special Air Service Regiment a acquis sa réputation d'unité d'opération spéciale hautement qualifiée et d'efficace, ses membres ayant gagné le surnom de fantômes de la jungle pour leurs manœuvres furtives. Le Special Air Service Regiment a utilisé ses capacités à la fois dans les guerres du Golfe Persique et d'Afghanistan, et depuis 2001, il a été largement impliqué dans la guerre contre le terrorisme. Le Special Air Service Regiment a l'un des processus de sélection les plus infâmes, qui est un cours de 21 jours, simplement connu sous le nom de sélection. Il se compose de 3 semaines, de quasi-torture impliquant une série de défis, tels que des marches forcées, qui incluent l'escalade de terrain, presque impossible avec un sac complet, des exercices de navigation, des tests d'endurance et des entretiens psychologiques. Le cours évalue l'endurance, la détermination, l'intelligence, la fiabilité et l'autodiscipline des candidats. Contrairement au Special Air Service britannique, dont la sélection étant limitée uniquement aux membres de l'armée, le Special Air Service Air est ouvert à tous les membres de la force de défense australienne. De plus, en raison de leur emplacement, ils incluent également une phase de désert dans leur sélection. Le Special Air Service Regiment s'entraîne souvent avec d'autres unités d'élite, y compris les Navy SEAL américains, le Grenzschutzgruppe 9 allemand et bien sûr le Special Air Service britannique, avec lequel ils entretiennent une relation très étroite. En raison de la diversité de ces opérations et de leurs environnements, les membres du Special Air Service Regiment suivent une formation à la sensibilisation culturelle afin d'opérer efficacement. Le Special Air Service Regiment est également connu pour utiliser des véhicules de patrouille à longue portée spécialisés adaptés aux missions de reconnaissance et d'opérations spéciales. Pour se distinguer davantage de leurs homologues britanniques, dont les régiments sont organisés en 4 troupes, les escadrons du Special Air Service Regiment sont composés de seulement 3 troupes. Une troupe de bateaux, spécialisée dans les opérations maritimes, une troupe aéroportée, spécialisée dans le parachutisme avancé, et une troupe terrestre spécialisée dans la guerre en jungle et la reconnaissance à longue portée dans les déserts. Le Special Air Service Regiment applique un système de rotation où 2 escadrons effectuent afin de la reconnaissance stratégique et le 3e s'occupe du contre-terrorisme. Tous les 12 mois, ils changent plan de rôle et tous les 3 ans, chaque escadron passe à un régime spécifique de travail et d'organisation contre-terroriste. Cela permet plus de secrets et rend les choses intéressantes pour les membres de leur groupe. Ils ont également 2 groupes d'assaut tactiques, Est et Ouest, et en 2005, ils ont créé un 4e escadron Special Air Service Regiment, entièrement dédié au renseignement militaire clandestin. Cependant, l'escadron 4 n'est pas publiquement reconnu par le gouvernement australien. Le Special Air Service Regiment reste un élément critique des capacités d'opération spéciales de l'Australie, contribuant à la sécurité nationale et à la stabilité mondiale. Après tout, personne ne veut se frotter au plus dur du pays où tout est conçu pour vous tuer. Les futurs membres de l'unité d'opération spéciale de niveau 1 ont grandi avec la vodka, les pierogies et un désir de liberté. C'est une jeune unité remplie de brillance tactique.
Passons maintenant à parler du groupe de réponse à la manœuvre opérationnelle. Formé en 1990, GROM signifie cela parce que nous n'allons même pas essayer de prononcer ça. GROM se traduit également par tonnerre en anglais. Le nom et le logo reflètent la nature dynamique et puissante de l'unité, symbolisant la force et l'impact qu'elle apporte aux opérations spéciales. Le GROM est l'unité antiterroriste d'élite des forces armées polonaises. Suite au succès de son prédécesseur, l'équipe d'opération antiterroriste Alpha, et à une attaque contre un diplomate polonais au Liban, l'unité GROM a été créée pour répondre aux besoins d'une force spécialisée dans la lutte contre le terrorisme et les opérations spéciales. C'est une nécessité car lorsque vous examinez l'histoire de la Pologne et ses nombreux envahisseurs, ainsi que sa position géographique et son importance pour ses alliés, y compris l'OTAN, la réponse aux menaces et aux urgences domestiques est une priorité absolue. GROM a été initialement formé par les Britanniques et les Américains. En 1990, ils ont envoyé 13 soldats s'entraîner dans les Rocheuses, obtenant des connaissances précieuses du Federal Bureau of Investigation, de la CIA et des SA Air and Land 6. Leur expérience de combat acquise en Haïti, dans les Balkans, en Irak, en Afghanistan et probablement ailleurs avec Renaissance fait de GROM une jeune force redoutable. Le processus de sélection de GROM est connu pour sa rigueur. Les candidats passent des tests physiques et psychologiques stricts pour évaluer leur capacité à rejoindre l'unité. Ils se privent de nourriture pour être sélectionnés. Les candidats brûlent 5000 calories thermodynamiques par jour et sont volontairement mal nourris pour tester leur détermination. Pour devenir membre du GROM, il faut vraiment le vouloir. De plus, il faut être un soldat intelligent, fort, discipliné qui parle au moins 2 langues et possède des compétences médicales. Oui, vous avez bien entendu. Les opérateurs GROM sont surnommés les chirurgiens pour leur formation médicale poussée, leurs connaissances et leurs compétences chirurgicales dans les opérations spéciales, étant à la fois bons tueurs et bons médecins. Ils ont pris l'expression question de vie ou de mort tout à fait littéralement. Comme nous l'avons dit auparavant, GROM a participé à de nombreuses missions et déploiements internationaux. Ils ont mené des opérations spéciales contre les talibans et Al-Qaïda en Afghanistan et ils ont fait partie de l'opération Liberté irakienne aux côtés des forces alliées. GROM a également participé à des opérations anti-piraterie au large de la Somalie, combattant la piraterie maritime. Malgré des ressources et soutiens institutionnels moindres que les autres unités d'opérations spéciales, GROM compense par un approvisionnement inépuisable de bravoure et de compétences. On dit qu'ils sont les gars que les États-Unis appellent quand ils ont une mission derrière les lignes ennemies qu'ils veulent tant garder très secrète et silencieuse. L'esprit de combat polonais, ça n'a pas de prix. Avec GROM couvert, passons à l'unité de niveau 1 suivante, le Kommando Spezialkräfte allemand. Formé au milieu des années 90, le Kommando Spezialkräfte, ou Kommando Spezialkräfte en abrégé, est l'unité de niveau 1 de l'Allemagne. Les Allemands, donnez-moi votre avis. Il a quoi été désigné comme l'unité principale pour le contre-terrorisme et les opérations spéciales, conçue pour être très adaptable et capable de gérer une grande variété de missions, en particulier celles liées aux nouveaux défis sécuritaires apparus après la guerre froide. Cela inclut la lutte contre les ennemis transnationaux et la protection des citoyens allemands à l'étranger. En fait, l'événement qui a vraiment motivé la création du Kommando Spezialkräfte a été pendant le génocide au Rwanda. 11 employés de la radio allemande Deutsche Welle n'ont pas pu quitter le pays et l'Allemagne a dû faire appel à des paracommandos belges pour les aider à sécuriser et à extraire leurs citoyens allemands qui ont dû rentrer chez eux confus, se demandant pourquoi ce sont les Belges et non les Allemands qui les ramenaient à la maison. Le Kommando Spezialkräfte mène des opérations offensives à l'étranger, notamment le sauvetage et la libération de citoyens allemands ou d'autres personnes en captivité lors de prises d'otages ou de menaces terroristes. L'Assemblée fédérale allemande, qui est l'équivalent du Congrès en Allemagne, autorise chaque déploiement du Kommando Spezialkräfte. À notre connaissance, ils ont été engagés au Kosovo, en Bosnie et en Afghanistan. Cependant, même l'Assemblée fédérale n'a pas connaissance des détails opérationnels spécifiques des missions top secrètes du Kommando Spezialkräfte. Et en parlant de missions, la première mission réalisée par le Kommando Spezialkräfte a été la capture de Milorad Karnolijak, un présumé criminel de guerre, pour être remis au tribunal pénal international à La Haye. La Serbie ayant refusé de l'expulser, les soldats du Kommando Spezialkräfte ont reconstitué son appartement pour préparer l'opération pendant des semaines. Un matin de juin 1998, ils ont lancé l'assaut. Le même soir, Karnolijak a été livré avec un ruban et une petite note à La Haye, rapide et propre comme le sont les meilleures opérations. Le processus de sélection et de formation du Kommando Spezialkräfte est une version modifiée du Special Air Service britannique et de certaines des procédures de niveau 1 de l'armée américaine.
Ils recrutent dans toutes les parties de l'apprenti de l'armée allemande et les candidats doivent subir plusieurs tests psychologiques et physiques. Tous les candidats doivent être prêts à servir volontairement pendant un minimum de 6 ans dans le Kommando Spezialkräfte. Le Kommando Spezialkräfte a son quartier général à Kauf, dans le sud-ouest de l'Allemagne. C'est à cet endroit que les Romains l'ont baptisé la forêt noire, à cause des arbres denses et sombres qui y poussent, et des grandes meutes de loups qui travaillent derrière les arbres pour chasser les soldats faibles et inexpérimentés. C'est pour cette raison que le Kommando Spezialkräfte utilise la forêt noire comme terrain pour la phase d'endurance physique de 3 mois de leur sélection et formation. Les opérateurs sont formés pour l'action directe, la reconnaissance, la guerre non conventionnelle et les opérations spéciales. Un des aspects amusants de leur entraînement est d'apprendre à conduire vite et prudemment sur glace, boue, gravier et autres surfaces. En gros, le rapide et le furieux Berlin Drift. L'ensemble du processus de formation comprend environ 20 cours dans 7 endroits différents dans le monde, comme la Norvège pour le terrain arctique et le Belize pour les environnements de jungle. Une fois déployé, le Kommando Spezialkräfte est organisé et fonctionne en 3 compagnies de commandos, plus une patrouille de reconnaissance à longue portée pour la collecte de renseignements et des unités de soutien. En tant que lauréat de la citation présidentielle de l'unité de la marine de 2004, le Kommando Spezialkräfte s'est avéré être un allié très précieux et professionnel pour les États-Unis dans diverses opérations de l'OTAN, notamment dans les missions de collecte de renseignements et de reconnaissance, comme le suivi et la capture des dirigeants talibans en Afghanistan. Le Kommando Spezialkräfte a des capacités de suivi dont on ne peut se cacher, faites-nous confiance. Tout comme un grand berger allemand, ils ne perdront pas votre odeur. Avec le Kommando Spezialkräfte d'Allemagne couvert, nous allons passer à notre dernière unité de niveau 1, mais certainement pas la moindre, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale de la France. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale qui signifie, et avant de le dire, nous aimerions nous excuser auprès de nos téléspectateurs français à l'avance, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale est l'unité antiterroriste de premier plan de la France, faisant à la fois partie des forces armées françaises et une unité tactique d'élite de la Gendarmerie nationale française. Cela signifie qu'il n'est techniquement pas une unité d'opération spéciale, mais plutôt une unité paramilitaire. La devise du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale est l'engagement pour la vie, et la discipline du feu est si importante pour eux qu'ils sont les seuls opérateurs officiellement dotés d'un revolver à 6 coups lorsqu'ils sortent de leur formation. Et bien qu'ils utilisent des pistolets, les revolvers sont un rappel de la valeur de chaque vie humaine et de l'importance de chaque tir. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale a débuté en 1974 comme une petite unité tactique de la police française, créée pour protéger les citoyens français lors de prises d'otages comme celle des Jeux Olympiques de Munich, où des terroristes de l'Organisation de libération de la Palestine ont pris en otage puis tué des membres de l'équipe israélienne. Une leçon qui leur a permis d'accumuler un palmarès significatif depuis. Ils sont devenus les protagonistes de certaines des missions de sauvetage les plus renommées de l'histoire contemporaine et avec près d'1 millier d'opérateurs travaillant à la fois en France et dans ses territoires d'outre-mer. Ils sont une force spécialisée et bien rodée, avec une expérience en matière de menaces nucléaires, chimiques et biologiques, ainsi que dans des situations d'otages complexes, y compris des détournements de bateaux et d'avions. C'est une opération impliquant un avion d'Air France qui a mis cette unité opérationnelle de l'ombre sous les projecteurs mondiaux. En direct à la télévision en 1994, les opérateurs du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale ont sauvé 229 passagers et neutralisé les 5 pirates de l'air, qui étaient pas membres du groupe islamique armé d'Algérie. Ces dernières années, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale a répondu à certaines situations à haut risque et très médiatisées à Paris. Par exemple, les attaques terroristes au siège de Charlie Hebdo en janvier 2015, où le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale a mené une chasse à l'homme réussi dans les rues de la ville Lumière. À la fin de cette même année, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale a pris d'assaut et sauvé des otages au théâtre Bataclan, un lieu qui accueillait 1500 participants, empêchant ce qui aurait pu devenir un massacre massif. Malgré l'impressionnante intervention, les membres du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale souhaitaient que leur patron prenne des décisions plus rapidement. On estime qu'une unité du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale de 20 hommes peut intervenir sur un incident en 30 minutes. Pour atteindre et maintenir ce record, les membres du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale subissent une formation intensive et des exercices de tir, de combat corps à corps et de combat en espace restreint. Tous les opérateurs du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale s'entraînent à tirer jusqu'à 600 mètres et ils ont 60 des meilleurs tireurs d'élite, certains pouvant atteindre des cibles jusqu'à 1,5 km. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale est connu pour avoir un processus de sélection extrêmement difficile, visant à identifier ceux capables de répondre aux exigences physiques, techniques et psychologiques de la lutte contre le terrorisme et du sauvetage d'otages.
Les candidats, généralement issus de l'armée française ou d'un milieu gendarmerie, subissent des évaluations physiques, psychologiques et de compétences rigoureuses, suivies d'une formation opérationnelle spécialisée en tactique et gestion de crise. Après la formation initiale, les nouveaux membres ont une période probatoire sur des opérations réelles, avec une formation continue pour maintenir et actualiser leurs compétences. Au cours de ces plus de 40 années de service, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale a sauvé plus de 600 otages et participé à plus de 1800 opérations. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale français n'est pas une unité d'opérations spéciales ordinaire, mais un tacticien maître et élégant qui exécute des manœuvres sans faille tout en vainquant les ennemis de la France. Avec tout ce qui a été dit, toutes ces unités de niveau 1 contribuent de manière significative à la sécurité mondiale et ont gagné un haut niveau de respect pour leurs compétences, leur discipline et leur professionnalisme. Dans un monde en risque constant, ils sont une garantie de réponse et de justice. Le travail discret de ces unités dans l'ombre nous permet de dormir paisiblement la nuit. Ou du moins ceux d'entre nous qui ne sont pas leur cible. Tous vos amis s'abonnent à General Discharge et vous ne voulez même pas être ici. Merci.